Alors, bonjour Marie. Bonjour. Alors, moi je te connais, mais pas les auditrices. Donc, pour commencer, je vais te demander de te présenter en nous disant ton nom, ton âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans, je suis paysagiste et dans ma famille, on est 6, donc avec mon mari Steven et puis nos 4 garçons, Achille qui a 12 ans, Pierre qui a 9 ans, Louis qui a 7 ans et Arthur qui a 1 an et demi. Mhm. Voilà. Et est-ce que tu peux, avant le paysagisme, nous raconter un peu le contexte dans lequel tu as grandi? C'était quoi ton cadre? C'était quoi les figures qui t'ont construit? Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, l'ambiance à la maison? Comment c'était ton enfance? Alors moi, je viens d'une famille de 6 aussi. Ah, tiens, Tiens. comme c'est étonnant. Et donc assez classique. Enfin, j'ai une maman qui s'est beaucoup occupée de nous, qui a mis enfin, qui n'a pas démarré sa carrière, j'allais dire qui a mis sa carrière entre parenthèses, qui n'a pas démarré de carrière parce qu'elle a eu ses enfants très tôt. Donc, elle a fini ses études et puis elle a tout de suite enchaîné sur la maternité. Et mon père, lui, était militaire et lui travaillait pas mal en campagne. Il partait, il revenait. On était beaucoup, voilà, on était vraiment dans les jupes de notre mère, tous les 4. Et voilà, c'est une enfance hyper heureuse. Et puis, enfin, on a été complètement entourés, complètement sécurisés, verrouillés même tellement. On était bien surveillés. On n'a jamais attendu 2 minutes devant l'école. C'était un peu la fierté de ma mère aussi. Et je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire maintenant aujourd'hui. J'ai un peu repris ça. Est-ce que toi, tu t'étais toujours imaginée mère? Ah oui, j'avais pas forcément imaginé d'autres options. Oui, c'était une... Enfin, voilà, j'imaginais forcément grandir et puis en grandissant, être entourée d'enfants. Et oui, avoir des enfants et en avoir plusieurs, ça c'est sûr que... Mais 4? Euh, j'ai ma tante en a 4, ma mère en a 4, ma grand-mère, mes 2 grands-mères en ont eu 4, mes parents viennent chacun d'une fratrie de 4 aussi. Donc 4, ça me restait en tête que c'était une bonne idée et que ça avait l'air de bien marcher. Mais quand la question s'est vraiment posée, c'était plutôt 3 qui me restaient en tête. Puis après, quand on s'était concerté, on était on était plutôt d'accord sur 3. Alors C'était le attends, plan il de base. faut qu'on parle de Steven, qui a quand même une petite participation dans l'arrivée de Oui, tous tout ses à fait. enfants. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la rencontre avec Steven? On s'est connus quand on avait 15-16 ans. Mais tout de suite, il m'a bluffé parce qu'il était super à l'aise. Moi, j'étais tout l'inverse, quoi. J'étais pas cool du tout. Et lui était quand même assez cool, je trouve. Il était drôle, il était charismatique et puis il était un peu impertinent presque. Enfin, très à l'aise, quoi. Et on est assis l'un à côté de l'autre et nos petits doigts se touchent. Oh, c'est Et adorable. c'est le début d'un amour passionné qui a duré à peu près 1 an et demi. Mhm. Où on a vécu toutes nos premières fois et on était hyper bien. C'était un ciel sans nuages. Et on s'est séparés un peu brutalement, un peu comme on avait vécu, quoi, comme des ados un peu passionnés. On s'est séparés un peu d'un coup. On a eu notre premier désaccord et ça a fait exploser tout, puisque voilà, on était des enfants quand même, enfin, on était des ados. Et ensuite, on a passé les 10 ans qui suivent à se croiser. Parce qu'après, donc là, toi, t'es encore adolescente quand vous vous séparez. Mm. Et toi, après, tu fais ta formation. Ensuite, c'est là qu'on se rencontre quand on travaille comme serveuse. On fait une saison ensemble. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quittés. Et après, c'est à ce moment-là, c'est l'année d'après ça, je pense, où tu retrouves Steven. Amoureusement, parce que comme tu dis, vous vous étiez jamais perdu de vue. On se voyait, on s'est pas vu beaucoup, mais effectivement, on arrivait toujours, on s'envoyait les messages de bonne année, Le petit peut-être joyeux le petit anniversaire joyeux aux ex. anniversaire. J'espère que tu Exactement. vas bien. Et je l'avais, enfin, il est arrivé quand même comme une évidence quand il est arrivé. J'avais absolument rien à redire, tout était. Et c'est vrai que ça m'a laissé l'idée que j'avais quand même perdu le garçon qui cochait toutes les cases. Oui, Même parce si que je vois pas les choses comme
voilà, comme des formulaires, mais cette expression-là, cocher des cases, c'est pas vraiment ça que je ressens, mais il me satisfaisait parfaitement, quoi. Je le Oui, trouvais fascinant et parfaitement. parce que tu en as eu d'autres des histoires dans ces 10 Ouais. années qui se sont passées. Tu as rencontré plein de garçons. Je me rappelle très bien quand on était serveuse, tu étais la préférée de tout le monde. T'as eu des J'ai eu mes histoires, heures de mais gloire. c'est ça, mais Là, grave, t'avais tes j'ai heures eu de des gloire. belles histoires en plus. Ouais. J'ai eu des histoires qui ont duré 1 an, 1 an et demi, 2 ans. J'ai rencontré des garçons qui étaient super. Qui était fou amoureux de toi. Et Un bon paquet. Moi, j'en ai vu. Mais dans un coin de ta tête, t'avais toujours Steven. oui, oui, et j'ai réussi à, voilà, à être amoureuse. Même à envisager des choses. Mais Mais il n'y avait pas la même évidence qu'avec non, Steven. ouais. Et donc, c'est là que tu retrouves Steven au cours de une de tes choses préférées sur Terre, qui s'appelle traverser fuite. la France en voiture, la fuite. Je me rappelle, tu as souvent, c'est un truc dont on parle souvent ensemble, des fois dans nos moments les plus lourds de nos vies de mère, c'est le plaisir que c'est de rouler sur l'autoroute au soleil, toute seule. Mm. Et toi, t'aimes beaucoup rouler en voiture. À l'époque, c'est un truc que tu faisais Ouais. vachement. Tu balançais toutes tes affaires dans ta bagnole, et puis tu faisais 500 bornes ou je sais pas quoi, 1000. Enfin, et donc c'est comme ça, je crois, que c'est en traversant la France pour aller de Paris à Marseille que tu t'arrêtes chez Steven, qui à ce moment-là est arrivé à Pau. C'est ça? ça. Ouais, je descends et je me dis, ben, je vais aller voir mon super pote et aller lui claquer la bise à Allez, Pau. Et puis évidemment, je me pimpe à fond. Donc j'arrive au top du top. je Je vois très descends de bien. la voiture et je suis montée et puis on a pris un apéro génial et puis je suis pas repartie. Parce que ça, c'est bien mon truc aussi, tu vois, de partir sur un coup de tête ou rester sur un coup de tête, quoi. C'est encore mieux. Et donc, Attends, mais vous avez pris un apéro génial, vous avez parlé. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas. bah, on a parlé et puis on est revenu exactement au même endroit, c'est-à-dire où tout est parfaitement cool, tout est parfaitement logique et où on s'entend hyper bien et puis et on vibre tous les deux, quoi. Enfin, ça se voit on est à fond l'un sur l'autre. Et on passe une super nuit ensemble. Le lendemain matin, je suis un peu perdue parce que je me dis, attends. Et puis ça veut dire que bon, vu l'intensité qu'il y a déjà, vu le passif, ça a du sens, C'est quoi. engageant. Voilà, c'est engageant tout de suite de se retrouver ensemble. J'ai quand même une partie de moi qui est un peu. J'étais partie. Voilà, j'essaye de remettre mes idées en place, mais d'un autre côté, voilà, je glousse intérieurement parce que je suis juste ultra contente et c'est super génial. C'est exactement ce que je voulais. Mais voilà, j'attends quand même le lendemain midi pour être sûre et certaine que c'est exactement ça pour toutes les années à venir. Mais ça a dû être hyper émouvant. Je sais pas, de se retoucher, de se rembrasser après tout ce temps-là. Ça devait être extrêmement bouleversant. Ouais. Enfin, très familier peut-être aussi, mais ça devait être un gros choc. Bah oui, parce que c'est un peu un retour à la maison, quoi. Hmm. C'est mon premier amour et puis je suis parfaitement en sécurité et puis on rit, on est heureux de se toucher, on a plein de choses à se raconter, Vous avez on la a même des valeurs énergie. communes, Ouais, on a ouais. enfin voilà, il y a presque pas grand-chose à raconter tellement ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est ce début de remise en couple avec Steven? Comment il se passe ces mois-là? Comment. Parce qu'il y a ce premier moment où vous vous retrouvez, et c'est une évidence et c'est merveilleux, mais comment vous refaites relation? Comment vous refaites couple dans les mois qui viennent? On a assez souffert tous les deux, je pense, et on a assez erré voilà, sans cet amour-là. Pendant des années pour tout de suite comprendre qu'on ne laissera plus Que cet c'est amour-là précieux. s'abîmer, quoi. Parce qu'on a fait la grosse connerie de se séparer et de se perdre Et du coup, toi, dans mon souvenir, tu faisais les allers-retours entre Paris et Pau. À un moment, ça, ouais. tu quittes ton job, t'arrêtes de travailler et du coup, tu t'installes chez Steven parce que tu n'as plus Bah, besoin d'être à Paris. parce que je suis enceinte. Ah, Donc, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ça. Comment est-ce qu'il arrive ce premier bébé? il arrive, on fait nos premières vacances ensemble et ce bébé-là, il va arriver à ce moment-là. Ah, un bébé surprise. Bébé surprise. Parce on n'avait pas du tout prévu. Et puis moi, j'étais sous contraception. Et ce bébé-là arrive malgré tout. Et comment tu t'en rends compte?
À quel moment tu te rends compte? Et ben, je me rends compte, dans un des allers-retours, justement, je venais. Alors, je sais que c'était en semaine parce que Steven travaillait. Et donc, et je décide, je comprendrai après que dès que je commence à faire des trucs que je fais jamais d'habitude, c'est souvent le signe que je suis enceinte. Et là, je décide de faire du footing. Et, je pars courir. Donc, très étonnant. Très étonnant. Non, mais je sais pas. C'est vraiment pas mon sport, quoi. S'il faut faire un. Non. Et j'ai la nausée. Et puis, mais une nausée que je connais pas. Et je me dis, mais hier matin, pareil. Là, tout de suite, ça me vient à l'esprit. Je vais chercher un test de grossesse. Je remonte dans son appart. Je fais le test de grossesse. Je vois qu'il est positif. Je tremble de partout, puis je suis hyper heureuse. Puis ça me fait rire, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise un peu, mais Oh la boulette. je suis hyper contente. Et là, je l'appelle, donc il était au boulot. Je l'appelle et je lui dis, est-ce que je peux venir te voir? Et j'étais jamais allée, mais je savais où était. Alors, je sais où était sa porte. Il me dit, oui, oui, tu peux venir maintenant. Donc j'y vais. Il s'est douté, tu crois? Il pensait à quelque chose de... Peut-être que j'allais quitter, ou quelque chose de très bizarre, ou une mauvaise nouvelle, ou je sais pas. Mais il était assez tétanisé quand je suis arrivée. Je suis montée et j'ai frappé. Et comme j'avais l'impression qu'on voyait que ça, et que c'était, je me suis contentée de ricaner bêtement. Puis il s'est passé quelques secondes comme ça où j'ai pas déclenché, et j'ai vu son visage un peu se décomposer, parce que lui en face, il n'avait pas l'info, donc il comprenait pas ce qui était en train de se passer. Et donc moi, c'est à ce moment-là, alors que je trouvais que c'était juste très drôle d'avoir maintenant un bébé tous les deux, là, de voir sa tête, alors que je ne lui ai pas annoncé, il ne peut pas le savoir. Je me dis, ah là là, et là, je me dis, peut-être que ça va pas le faire, peut-être qu'il va me dire non. Là, il y a une seconde où je me dis, ah mais ça se trouve, ça va pas du tout être marrant en fait. Et donc j'ai cette seconde d'hésitation, et je lui dis, je suis enceinte. Il y a une demi-seconde, et puis il me dit, c'est super, et il me prend dans ses bras. Donc c'était vraiment trop merveilleux. Oh, c'est bien. C'était génial. Et puis tout de suite, il est à fond, il a des idées de prénoms, il est super content. Et puis après, c'est super. C'est super, la grossesse se passe super bien. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe la grossesse? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Moi, je suis la reine du monde. J'arrête de travailler parce que... Tu reprends pas le travail? Je reprends. Plutôt. Ah oui, donc j'en avais marre d'être loin. Donc oui, j'étais en... T'étais en chômage et tu décides de continuer. Ouais. Et donc t'es enceinte, ça se passe bien? C'était un rêve. Moi, j'étais hyper heureuse, je me suis hyper épanouie. Et puis en plus, Steven avait des potes là-bas qui étaient en couple avec des filles avec lesquelles je suis devenue copine. Et tout le monde s'est retrouvé enceinte en même temps. Donc trop bien, t'avais ton petit bliss gang. On avait notre crew. Et donc, ce qui fait que, voilà, il y avait une Sarah en particulier avec qui je m'entendais très bien. Puis on a vécu notre grossesse un peu... Et elle était un peu dans la même situation que moi. Elle avait quitté son job à Paris pour rejoindre... Et donc, on était un peu des Desperate Housewives de Pau. Oh là là, j'ai l'image. On se promenait, on buvait des chocolats. Et puis, on s'imaginait, on regardait les poussettes, comme des petites filles qui s'imaginent avoir un bébé. Et on était hyper bien, on était hyper épanouis. Nos mecs avaient l'air hyper heureux que nos bébés arrivent. Franchement, c'était super. Et du coup, ensuite, t'avances jusqu'à l'accouchement. Comment est-ce qu'il se passe, ce premier accouchement? Comment est-ce que tu sens que ça se déclenche? Comme dans les bouquins, pareil. J'étais heureuse quand les premières contractions sont arrivées. C'était un peu, c'était l'heure de déballer son petit. J'allais enfin voir mon bébé, quoi. Et j'ai eu des contractions à 15h. J'ai appelé tout de suite. Et puis je sais plus, mais quelque chose à 17h, on est parti parce que ça y est, on approchait des 3 minutes réglementaires ou quelque chose comme ça. Et à 17h, à 17h30, j'ai cru que j'allais y passer, quoi. Ouais. J'étais accrochée à la porte de la chambre dans laquelle on nous avait proposé de poser nos affaires. Accrochée à la porte de la chambre? J'étais accrochée à la poignée de la porte des toilettes de la chambre. Et c'était horrible. Toi, t'avais... C'était horrible, non, mais c'était des vraies contractions, quoi. Ouais. Mais toi, tu t'avais réfléchi à comment tu voulais accoucher? Tu voulais une naissance physio? Tu voulais une péridurale? T'avais un avis sur tout ça? Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de césariennes. Les 4 enfants de ma mère sont nés par césarienne. Donc moi, je m'étais fait l'idée que j'aurais une césarienne. Et
Mais en imaginant que de toute façon, j'allais m'en remettre à... Je suis assez bonne élève sur... quand j'arrive à l'hôpital, j'attends qu'on me dise quoi faire, où m'asseoir, quand dire bonjour, quoi. J'ai quand même un côté un peu... je me soumets assez facilement, je me fais discrète, je veux juste sortir vivante, quoi. Avec le bébé. Donc, j'avais pas trop d'attentes. Après, j'avais suivi le protocole qu'on me proposait. J'avais fait des cours de préparation à l'accouchement que j'avais trouvé géniaux. C'est là que j'ai rencontré plein de copines aussi. Et puis, il y avait eu aussi, on nous avait proposé de mettre en place ce projet de naissance, là. Ouais. Mais elle nous avait dit, et c'est quand même ça que j'avais retenu, peut-être qu'on pourra pas. Donc, j'étais partie dans l'idée que ça ne se fera pas. Donc, j'avais rédigé mon truc. J'avais dû y passer des centaines d'heures. Maintenant, je me rappelle pas bien, mais bon, mes obsessions, c'était pas forcément celles que j'aurais aujourd'hui. C'était qu'on se trompe pas de bébé à la naissance. Sympa, le projet de naissance. Est-ce qu'on pourrait pas lui mettre un petit coup de marqueur sous le pied? Enfin, j'avais quand même des questions un peu... Je voulais pas qu'on le lave. Et évidemment, rien ne s'est passé comme c'était prévu. Et c'était pas grave du tout. Mais c'est vrai que j'avais élaboré un truc. Mais dès que la question a été de nous sauver la vie, parce qu'à un moment, il y a eu une césarienne en urgence qui a dû être déclenchée. Bon, ça avait complètement disparu. Et j'ai jamais été triste ou déçue que ça se passe pas comme ça, quoi. Alors du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? T'es dans ta salle, pas d'accouchement, mais une salle de l'hôpital de Pau. T'es en train de t'accrocher à la poignée de la porte. Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui viennent? Comment ça je dis que je souffre et que c'est pas possible, c'est pas normal, quoi. Quelque chose se passe très mal. Et on m'explique que, voilà, on vient m'examiner, on m'explique que si, c'est normal, mais que je peux marcher, je peux bouger, pour aider la douleur à passer. Ça me paraît complètement absurde. Enfin, j'attendais pas du tout que ce soit ça. Pourtant, on sait que c'est difficile, mais bon, j'avais quand même le doute qu'ils aient bien conscience de ce que j'étais en train de vivre. Est-ce que ça peut être si douloureux? Ouais, parce que je me dis, ça se trouve, c'est grave, en fait, d'avoir aussi mal. Et qu'on me laisse comme ça. Enfin... Ça fait vraiment, vraiment très, très mal. Oui, madame. Oui. Non, mais vraiment mal. Oui, madame. Oui, là. C'est un peu ça. C'est horrible, en fait, quand tu comprends qu'ils trouvent ça normal. Oui, oui, mais bon, j'ai bien voulu insister comme ça, mais je pense que... Et puis on te redit avec beaucoup de bienveillance que... Oui, mais alors, on va attendre encore un petit peu si vous ne pouvez plus tenir. Donc, et puis, j'ai pas envie de bousculer les protocoles. Donc je dis, non, ça va, merci. Et donc, je suis restée... polie comme je pouvais, mais bon, mais j'ai commencé à rugir, enfin voilà, à faire des bruits que j'imaginais pas. Enfin, j'avais vraiment mal. Et puis Steven à côté, il s'est perfectionné avec le temps, mais bon là il était un peu... Premier accouchement, petit brumisateur, ça va aller chérie. Même pas, il me regardait. Hein. Et je voyais bien que voilà, il faisait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire être là, jamais partir de toute la vie, et c'est tout, quoi. Après, il voit bien que c'est mon combat, quelque part. Il n'était pas associé... Et lui, il allait assurer de fou tout le reste. Mais là, il voyait bien qu'il était un peu impuissant. Il n'a pas cherché. Et puis, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous a freinés aussi. C'est le fait que pour les cours de préparation à l'accouchement à Pau en 2013, il n'a pas été accepté. Ah, les papas n'étaient pas invités. Ouais, donc en fait... C'était un peu étonnant, ça, je trouvais quand même. Donc c'était d'emblée distribuer les rôles, c'est-à-dire le bébé dans ton ventre, c'est toi qui prends les cours pour savoir comment l'avoir, et donc il vient évidemment parce qu'il t'aime et qu'il veut voir son bébé, mais il n'a pas d'idée claire sur sa place ou qu'est-ce qu'il devrait faire activement à cet endroit-là, c'est ça. Ouais. Mais tu dis t'as mal, mais à quel moment il te propose une péridurale? Ou tu la veux pas, ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je pense qu'en fait, j'avais encore un long parcours à souffrir et que c'était tout à fait normal de me laisser patienter. Et j'insiste un peu et ils finissent par me faire rentrer. Donc voilà, dans cette pré-salle à 2h du matin, je vais encore attendre 1 heure là-dedans. Et puis à 3h, je pars et là, je vais attendre encore 4 heures. Et puis ça avance, on y est presque. Et là, j'ai eu la péridurale, donc franchement, ça se passe plutôt bien. Steven commence à faire des blagues. Donc, je passe un super bon moment. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu nos premiers moments de parents. J'ai l'impression qu'on est déjà parents à ce moment-là. Trop bien. Et puis, à un moment, ça commence à s'affoler. Donc, c'est un peu pareil, c'est un peu nébuleux dans ma tête. Tout ce qui entoure la naissance, c'est souvent un peu nimbé de... Enfin, ma vie entière, mais là, particulièrement la naissance, je suis encore plus... voilà, c'est encore plus brouillon. Mais là, vraiment, il y a pas mal de monde qui rentre. Et puis, ça s'affole un petit peu. Toi, tu sens ton bébé qui descend? Tu sens qu'il y a un truc qui se passe pas comme il faut?
Même si c'est la première fois, est-ce que Non. Non, c'est le monitoring qui me laisse penser que ça se passe pas bien Hmm. parce qu'elles commencent à elles sont 2 dessus, elles se parlent entre elles, elles relisent le truc, elles ressortent, elles re-rentrent. tu t'inquiètes? Non, non, je suis, entourée de tuyaux et de moi, je sais que par la par la porte ou par la fenêtre, Il va bien falloir qu'il sorte. Au pire, on va l'enfumer. je suis pas inquiète. Et puis, tu as la péridurale, qui rend toujours un peu plus patient. Ouais, Mm. genre, enfin voilà. Et puis j'ai l'intime conviction que tout va bien se passer pour moi quand même de base. J'ai cette confiance-là qui m'accompagne, donc j'y vais comme ça. Mais bon, quand je comprends que tout le monde me parle avec beaucoup... Enfin, tout le monde m'a parlé gentiment, mais là, on commence à me parler d'une façon un peu pédagogue, comme ça. Je me dis, oh là là, ça sent mauvais. Et il m'explique que il y a eu quelques petits ralentissements, donc, et que mon bébé, il a l'air d'être un petit peu... Ils disent pas en souffrance. En disant détresse En respiratoire. détresse. C'est ça? Ouais. Que votre bébé est un peu en détresse. Donc là, maintenant, on lui donne 10 minutes, hein, ou on lui donne je sais plus combien de temps, et il va falloir qu'il sorte. Et que s'il sort pas, on ira... Et puis en fait, j'ai l'impression qu'il se passe pas 10 minutes, mais 30 secondes. Et ploup, je suis balancée sur un brancard et je file Au bloc. je dis au revoir à Steven comme ça à l'arrière. Et dans cet hôpital-là, il s'est jamais posé la question de qu'il nous suive, quoi. Donc, il reste sur le carreau et je suis très triste pour lui tout de suite parce que je sais que ça a l'air un peu... ça, voilà, ça a l'air un peu urgent, voilà, mais pour autant, je me dis, ah mince, encore un moment pour Steven loupé, quoi, alors qu'il avait très hâte aussi que ce bébé arrive et puis il va pas le voir sortir. Et césarienne en urgence, mais bon, je l'ai pas mal vécu, mais c'était quand même d'une brutalité, j'ai trouvé assez... j'avais imaginé que justement, enfin, il y avait quelque chose certainement voilà, de très difficile dans l'accouchement par voie basse. Et puis, j'imaginais qu'une césarienne, justement, il y allait avoir une cicatrice, c'était difficile, c'était intrusif. Mais l'avantage, c'est qu'on venait sortir le bébé de son berceau naturel pour venir le poser. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Voilà, il est ventousé, quoi. Il est ventousé, on vient le sortir. Il y a tous ces bruits d'aspiration que j'avais pas, voilà, j'ai compris après. T'as été surprise. J'ai été surprise par la brutalité parce que parce que voilà, moi j'entourais ce ventre avec tellement de douceur, avec le choix des produits, fallait absolument que tout soit bien calibré. J'ai vécu, voilà, j'ai passé 9 mois à être juste une femme enceinte, quoi. Et j'ai adoré ça, j'ai complètement intégré. Et là, j'ai trouvé qu'on venait m'arracher un bébé, mais d'un autre côté, voilà, l'obsession, c'était qu'on s'en sorte. Donc j'attendais juste, peu importe, mais j'attendais qu'il pleure, quoi. Et il a fini par pleurer, et j'ai fondu en larmes, et je tremblais de partout. Je pense que j'avais froid. Des larmes coulaient toutes seules, de joie, de peur, de froid, je sais pas. Mais Fatigue. de fatigue. J'étais épuisée, mais c'est vrai que... oui, c'est vrai que c'était pas joli, quoi. Et quelques secondes après, ils m'ont donné mon bébé. Mes mains étaient pas attachées, ou peut-être attachées, mais en tout cas, j'avais pas mes mains libres vraiment. Alors peut-être parce qu'il y avait des infirmiers autour et que mes mains étaient, je ne sais pas. Mais ils m'ont posé mon bébé contre ma joue, et puis voilà, ça a coupé avec toute cette brutalité quelque part. Pas la leur, hein, la brutalité de la scène, tout simplement. Hein. C'est eux, ils ont fait tout ce qu'il fallait, certainement, et je suis très contente que ce soit passé comme ça. Et là, on a renoué avec la douceur à ce moment-là. Et après, ce qui n'était pas drôle, c'est que je suis partie... ça, c'est le moment que j'ai mal vécu, je crois. C'est je suis partie en salle de réveil pendant 2 heures. Et j'ai trouvé ça long d'être seule. Et je voyais pas pourquoi c'était impossible de faire ça ailleurs que là. Je trouvais ça hyper injuste, toi. Ouais, 2 heures sans ton bébé. Ouais, j'ai trouvé ça hyper injuste. Ça faisait 9 mois qu'on était collés serrés. Je l'avais à peine vu. Et lui, il comprenait certainement pas pourquoi j'étais pas là. Et là, quand je suis arrivée dans les couloirs, sur le brancard encore, et que j'ai vu Steven arriver au fond du couloir avec mon bébé dans les bras... Et je pense que c'est là qu'il est vraiment né, quoi, dans ma tête. Je l'ai touché un petit peu avant, on a connecté, mais le vrai moment où je comprends que c'est lui mon bébé, c'est quand il est dans les bras de Steven et qu'il vient vers moi. Quand tu vois enfin ton bébé pour de vrai, là, quand tu récupères Steven, que Steven a le bébé, que Steven te donne ton bébé sans doute à ce moment-là, ton petit Achille, est-ce que tu te rappelles
ce que tu as pensé quand tu l'as vu? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il t'a semblé familier? Est-ce qu'il ressemblait? Comment c'était de voir ton premier bébé la première fois? Bah, il nous a étonnés aussi. Il est arrivé avec plein de cheveux noirs. Oui, Et je ma, me ma rappelle. mère a les cheveux noirs, mais sinon, nous, on est des châtains. Donc, on s'était imaginé d'avoir un bébé qui nous ressemblait quand même. Mm. Il était un peu noir, un peu poilu, un peu, un peu dufteux. Mm. Et il était parfait, il était super mignon. Avec de grands yeux bleus. Ouais. Et puis, je pense que le moment le plus marquant des premières heures, c'est la nuit. La première nuit où Achille et moi, on se regarde droit dans les yeux, avec ses grands yeux de nouveau-né, tout noirs. Opaque, là, ouais. Et il me regarde. On a l'impression qu'il me regarde comme si j'étais étrange, mais qu'il me reconnaissait malgré tout. Et moi, pareil. Et on commence à se faire des confidences. Et moi, je lui dis tout ce qui va se passer. Je lui rappelle, je lui redis tout ce qu'on s'est dit avant, tous les contrats qu'on a déjà passés. Et on se remet au clair tous les deux sur... voilà, on se retape dans la main et c'est parti, quoi. Et c'est parti. Et puis après, mais tout de suite, c'est à la vie, à la mort, quoi. Et ma mère a dit des choses un peu dans cet esprit-là. Ma mère a dit tout de suite elle s'était sentie... Enfin, que personne ne pouvait toucher son bébé quand son premier bébé est arrivé, un peu. Et ce côté louve, je l'ai ressenti. Au-delà d'avoir compris que j'allais l'aimer, voilà, c'était encore un petit peu abstrait, bien sûr, que j'allais l'aimer, mon bébé. Je l'aimais même avant, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que toi, personne te touche, personne te touche, quasiment. Mais j'ai été obligée de me détendre, mais je prendrai soin de toi, c'est sûr et certain. T'es mon bébé, quoi. Et là, après, vous êtes revenu dans l'appartement. Commence votre vie avec ce nouveau-né, votre vie de parents, votre vie de famille. Et c'est là que, d'une certaine façon, je dirais, tu prends une décision qui va engager, tu le sais pas encore, les 10 années d'après. C'est que... Je le sais un peu. Ouais. Mais tu le dis pas, Steven. C'est que Steven, peut-être déjà quand tu es enceinte, il te demande comment vous allez vous organiser pour la garde du bébé. Et toi, tu lui dis, il n'y aura pas de garde du bébé, personne d'autre que moi ne va garder ce bébé. Et donc, quand tu reviens à la maison avec Achille, tu vas avoir 28 ans pas longtemps après ou... Non, tu as 28 ans. Je vais avoir 28 ans un mois après. Et tu décides que c'est toi qui vas t'occuper de ton bébé et que donc tu vas être mère au foyer à ce moment-là. Ouais. Bon, ça, on en a parlé, mais je suis arrivée un peu en disant, moi, ça va être difficile de faire autrement que comme ça. Maintenant que j'ai un bébé, je vois que j'aimerais... Je pense pas être capable de laisser mon bébé à quelqu'un d'autre. Et puis quand il arrive, je ne laisserai pas mon bébé à quelqu'un d'autre. Non, c'est sûr. Enfin, sauf si on meurt de faim. Mais je veux dire, normalement, je ne laisse pas mon bébé à quelqu'un d'autre parce que personne ne saura faire aussi bien que moi. Je suis pas mère, mais je sais qu'il y a que moi qui peux faire bien. Enfin, je crois, en tout cas à ce moment-là. Mais du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, avec la naissance d'Achille, après toute cette vie où tu avais beaucoup travaillé dans différents pays, dans différents boulots, eh ben, tu te retrouves volontairement à être à la maison avec ton bébé, à Pau, où vous allez rester quelques temps, mais ensuite vous allez déménager à Nantes. Ouais. Comment ça se passe ensuite avec ton petit Achille qui grandit? Parce qu'il y a les nouveau-nés, il y a le postpartum, mais après, ça commence à être un petit garçon. Tu lui parles, tu lui apprends des trucs. Ah ouais, bah... C'est très fusionnel, ce moment-là. C'était super. Puis Achille, c'était vraiment le bon candidat parce qu'il était hyper réceptif à tout ce que je voulais mettre en place autour de lui et à tout voilà, à toute l'histoire que je lui racontais de comment ça va se passer au mieux. Et lui, il s'est complètement coulé là-dedans. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée quand même un peu la reine-mère à dire à tout le monde, alors, je vais vous expliquer tous comment ça va bien se passer. Et donc, et Achille, hyper réceptif. On a passé notre vie à se promener ensemble pendant que Steven travaillait, une vie un peu, une vie de mère au foyer. Moi, j'étais hyper épanouie. Mon petit garçon avait l'air hyper heureux. Et Steven, lui, ce qu'il aime, c'est ça. Je pense qu'il adore faire ce qu'il fait. Il a toujours adoré son métier. Il n'aurait jamais voulu, je pense, être père au foyer. Et il était très content d'arriver et puis que nous, on soit tous épanouis, que son petit garçon soit bien soigné bien par sa soigné, maman, meilleure situation du monde, ouais.
Ouais, c'était assez doux comme période et je me suis pas rendu compte que c'était un peu extrême parce que je m'en suis rendu compte plus tard quand je suis arrivée aux limites de mon système parce qu'il y avait trop d'enfants et que je pouvais, je pouvais pas faire pareil, je pouvais pas multiplier ça. Il y a plein de choses qu'on multiplie, mais l'attention, Le temps. ouais, le temps, toutes les lectures, toutes les histoires, les petits gestes, tous ces petites, comment on appelle ça, rituels qu'on a ensemble, tatati tatata, et puis complètement abreuvée par tout ce que je pouvais lire, comprendre, partager avec d'autres copines. Je vois qu'il y avait une bonne idée, hop, on l'intègre, et hop, on l'intègre. Mais sauf qu'au bout d'un moment, voilà, y avait, je pense qu'on est arrivé un peu loin dans mon enfant porte exactement les textiles qu'il faut, mange exactement les yaourts, et je pense que voilà, il y avait voilà, il était trop, il était, j'ai surinvesti un peu, voilà. Bah, ça t'a passionné en même Ça temps. m'a passionnée, mais bon, voilà, c'était un aîné, quoi. Et heureusement, je pense, vu comment j'ai commencé à fonctionner, je me dis, heureusement que c'était pas un enfant unique, celui-là. Enfin, j'aurais évolué, mais je pense que c'était pas mal qu'il se retrouve avec une fratrie derrière pour que voilà, je suis pas devenue complètement folle, mais un peu extrême quand même, je pense. Ouais. Et justement, t'as Achille et ensuite, il y a un nouveau petit garçon qui arrive pas très longtemps après. Comment ça se passe ça? C'est un projet, envie d'avoir un deuxième enfant, bébé surprise, comment ça se passe? Non, là, on projette de faire un deuxième enfant. Bah, on décide d'avoir un deuxième enfant en quittant Pau, donc Achille a à peu près 1 an et demi. Et puis en fait, sur 6 mois, j'ai enchaîné 2 fausses couches, plutôt précoces. Et c'est douloureux, mais ça passe assez vite finalement. Ça nous a marqué dans le sens où on est devenu un petit peu plus, enfin, je dirais nous, pas que moi, on est devenu un peu plus humble en fait par rapport à cette maternité qui se passait hyper bien. On n'avait pas choisi d'avoir un bébé, bim, il arrive tout seul, il naît, bon, c'est pas l'accouchement idéal, mais ça se passe bien, il est en bonne santé. Enfin voilà, on survolait un peu le sujet quelque part. On était assez fiers de ce qu'on faisait et puis on pensait qu'on avait, voilà, on pensait que c'était facile. On pensait pas qu'on se débrouillait si bien que ça, mais on pensait que c'était pas si compliqué. C'était acquis. Ouais. Et en fait, ces fausses couches, je dis pas qu'elles étaient utiles, c'est juste très triste et ça nous a beaucoup peiné. Mais elles ont eu la vertu, je sais pas comment on dit, elles ont eu l'avantage de nous remettre un peu face à l'humilité qu'on doit avoir par rapport à la vie, à cette étincelle-là qu'on maîtrise pas en réalité. Et puis c'est un vrai cadeau et on n'est pas, c'est pas parce qu'on est parfait, c'est pas parce qu'on est des super parents et qu'on a vraiment ça dans le sang. Voilà, ça nous a mis un peu de plomb dans la tête. J'ai l'impression qu'on a grandi grâce à ça. Et ensuite, je suis tombée enceinte et c'était Pierre. Et puis ça se passe super bien. Dans mon souvenir, tu avais très peur. Tu te demandais comment tu allais faire pour aimer un deuxième enfant. Il y a un moment, ouais, je me disais, j'en étais arrivée à des conclusions que c'est pas grave, évidemment, je l'aimerais forcément moins, parce que jamais, ben, voilà, mais il aura de l'amour, hein, et je sais comment, et puis je me disais, lui, il s'en rendra pas compte. Il s'en rendra pas compte, je ferai hyper bien, je ferai comme j'ai... Et il sera hyper heureux. Mais je me disais... ce méchant bébé qui pleurera et qui réveillera Achille pendant sa sieste. Achille. Le merveilleux Achille qui a besoin de sommeil, qui dort très bien, mais qui a du mal à se rendormir. Tout était calibré selon Achille. Et en fait, lui allait nous casser la baraque un peu. Donc je savais que ça allait arriver, mais ce serait pas très grave. Mais bon, tant pis. Et puis en fait, ça s'est évidemment pas du tout passé comme ça, parce que je suis tombée amoureuse de Pierre, évidemment, autant qu'Achille. Et puis on a compris que voilà, après, on allait tomber amoureux de nos bébés et qu'ils seraient tous différents et qu'on serait complètement fous d'eux à chaque fois. Et Pierre est arrivé complètement différemment. Bah, lui déjà, il est arrivé par voie basse. C'est ton seul bébé né par voie basse, C'est mon seul bébé, ouais. C'est ça, hein, ouais. C'est mon seul bébé. Et c'est génial, une voix basse. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé le postpartum presque plus difficile. Parce que les suites de coups, j'ai trouvé ça dur. Enfin, les poings me faisaient mal, vraiment mal. Enfin, donc, j'ai trouvé cette petite partie assez difficile. Mais l'accouchement en lui-même, c'est quand même génial parce que je suis restée avec mon amoureux. Le bébé est arrivé. On n'a pas dû déménager en catastrophe, faire accoucher le bébé dans une salle froide. On est resté. Puis il n'y a pas beaucoup d'intervention derrière. C'est-à-dire qu'on a son bébé près de soi et on est vite au calme. Et puis tout le monde disparaît. On est seul dans la chambre. J'ai trouvé que c'était doux, quoi, par rapport
à ce qui s'est passé pour Achille. Trop bien. Donc j'ai adoré. Du coup, tu te retrouves avec un deuxième petit bébé brun aux yeux bleus. Ouais, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Achille, mais tout de suite on a vu qu'ils n'étaient pas du tout faits du même bois. Achille, il était beaucoup plus... Ouais, il se tenait beaucoup plus droit. Celui-là était beaucoup plus mou, il se levait complètement différemment. Ils n'avaient pas du tout ils n'étaient pas faits de la même matière du tout. Et puis Achille était hyper investi dans son rôle de grand frère. Il lui chantait des chansons, il lui apprenait des mots alors il venait juste de naître. Il m'appelait quand le bébé était réveillé. Enfin, il était hyper investi. Et là, j'étais un peu seule parce qu'on rénovait une maison à ce moment-là. Enfin, Steven rénovait une maison. Il finissait son boulot, il changeait, il partait rénover la maison. Il revenait. Bon, bilan, moi j'ai été pendant 6 mois avec mon bébé et mon grand, entre guillemets. Et j'étais quand même assez seule. Ouais. On a eu peut-être, je pense que notre seule vraie crise de couple, je pense qu'elle s'est passée là, quoi. Où on était fatigués tous les deux. Et sur des voies différentes, quoi. Steven sur le chantier pour vous, toi t'occupant des enfants pour vous, mais les deux isolés dans vos couloirs de nage. Ouais. Parce qu'on n'avait pas appris encore, on n'avait pas traversé beaucoup de difficultés ensemble, c'était assez souple. Et là, et on n'avait toujours pas appris à communiquer quand ça va pas bien, juste de dire je vois ce que tu fais et c'est super mais pour moi aussi c'est difficile, ou pour toi je vois que c'est difficile, mais ces petites phrases qu'on a appris à dire et puis qui des fois qui réparent. Il n'y a pas grand chose, mais on a besoin d'entendre certaines choses et puis de se faire un petit peu consoler. Et vu qu'on est tous les deux assez fiers de ce qu'on fait, assez sûrs que ce qu'on fait est super et qu'on le fait pour des bonnes raisons, on ne se justifie pas beaucoup, on montre pas beaucoup à l'autre, mais on attend, en fait, comme tout le monde, je crois, mais on attend beaucoup de reconnaissance, mais on va pas la chercher, parce qu'on reste un peu... Et donc, je pense qu'il y a un moment, c'est devenu très fatigant pour nous deux, et puis, comme à chaque fois, c'est moi qui commence à m'énerver. Donc, je pense que c'est très court, hein, ça se passe sur un week-end, dont une engueulade qui a duré 6 minutes, mais je pense que c'est la plus grosse... parce que profondément, je me suis dit... C'est la merde. Et pas du tout. Donc, il y a ces mois-là qui sont difficiles, tu viens de dire. Et donc, vous finissez par emménager dans cette maison qui est encore en travaux, mais qui est encore votre maison aujourd'hui, dans laquelle la maison familiale. Ouais. Et puis, la vie est super. On se remet à se balader le dimanche, quoi. Parce que on avait arrêté pendant quelques temps. Et on profite de notre petit Pierre qui est super, qui n'est pas du tout fait du même bois. En fait, 1 an et demi après la naissance de Pierre, ça commence à être la fabrication du bébé numéro 3. Ouais. Alors, comment ça se passe ? Décidé lui aussi. Et puis, on a des bébés souvent 1 mois après avoir eu l'idée de... Quand Steven te regarde dans les yeux, en général, tu tombes enceinte. C'est extrêmement risqué. D'abord, je glousse. Non, mais c'est vrai qu'on a de la chance. Ça se passe hyper bien. Et puis Louis arrive, la grossesse commence et ça va être pareil. Une grossesse parfaite aussi, parce que je suis super heureuse, on est heureux, on s'entend bien, la vie de famille se passe bien. Je pense qu'on monte encore une marche dans la fatigue encore. Donc là, je commence à être... très fatiguée. En fait, les jours s'accumulent et la fatigue, elle est là. Et c'est une toile de fond. Et donc, t'apprends à fonctionner. Et pourtant, j'ai pas de boulot à l'extérieur. Donc, j'ai quand même un confort extrême d'être mère au foyer. Il y a une partie... c'est vrai que c'est très confortable. Quand même, c'est des années que tu passes à la maison avec un tout petit garçon, un autre tout petit garçon, un autre qui va arriver. Tu tiens ta maison d'une main de maître. T'es très Marie Kondo, tu passes ton temps à ranger des trucs, mais je sais comment c'est chez toi, tout est parfaitement étiqueté, tu fais hyper attention à ce que tu leur donnes à manger, tu fais ton jardin, tu fais la couture, c'est délirant à quel point c'est très bien organisé chez toi, parce que tu pourrais être mère au foyer. Je veux dire, moi si j'étais mère au foyer, ça serait un sacré bordel, je suis pas du tout bien organisée. Toi tu fais ça avec beaucoup de sérieux, tu t'occupes avec beaucoup de sérieux de tes enfants, en fait. T'adores, mais t'es aussi très douée, mais tu mets de l'énergie là-dedans. Donc c'est un vrai boulot ce que tu fais, et puis c'est quelque chose. Et
Et n'importe qui a déjà passé du temps avec un enfant peut imaginer ce que c'est que de passer une journée entière et des journées les unes à la suite des autres avec plusieurs enfants qui ont des horaires différents, des besoins différents. Et puis ce moment qui ressemble en fait beaucoup à quand on était serveuse, quand plusieurs personnes nous parlent en même temps. C'est vraiment... Je te rappelle, moi je pense toujours à quand on était au bar avec 5 mains différentes qui veulent des mojitos. C'est genre, mais je peux pas prendre une commande de mojitos puisque je suis en train de faire des mojitos, que je ne peux pas faire puisque vous m'interrompez. Bah, les enfants, quand ils s'accrochent à tes basques, pour moi c'est les clients de l'époque, tu vois. Ouais. Oui, non, puis C'était... ce que j'ai trouvé difficile aussi, parce que je trouve toujours difficile, c'est que, en fait, je pense que c'est essentiel de leur dire non ou stop ou je peux pas t'écouter, mais et j'ai pas de culpabilité en soi. Je pense que c'est bon pour eux de pas m'avoir à leur disposition, de devoir patienter. J'ai conscience que voilà, frustration, patin, tout ça c'est très bon, mais quand même, je suis frustrée dans le sens où ou ce qu'ils ont à offrir et que je trouve quand même assez merveilleux. Enfin, mes enfants m'énervent souvent, enfin m'énervent des fois. Je trouve difficile très souvent. C'est pas juste un rêve éveillé, mais dès que je leur dis stop, je trouve ça hyper dommage, quoi. Quand je leur dis non, oui. Alors attends, oui, non, parce que là tu m'as beaucoup raconté, parce en plus ils sont tous très bavards, je ne sais pas d'où ça vient. C'est très bizarre. et quand je leur dis oui, oui. Oui, et je sais que tout le monde a besoin de raconter sa sortie d'école, par exemple. Et tout le monde a plein de choses à raconter et je dois leur mettre des stops et je suis là en train d'orchestrer et je me dis quel dommage. Et c'est des fois, voilà, je trouve ça génial d'être en fratrie, mais voilà, je trouve ça dommage de devoir... voilà, je suis devant ma console comme ça et puis alors toi, parle un peu moins, toi tu parleras tout à l'heure, toi t'es plus grand, tu sais attendre, toi 2 secondes, toi attends, toi tu t'es fait mal, donc on arrête tout parce que c'est lui-même. Et je trouve qu'en fait c'est hyper dommage de devoir leur clouer le bec très souvent parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il n'y a pas à leur donner autant de place, parce que l'autre a besoin. Je vois bien que ça me file entre les doigts l'enfance et que ça va très vite et que c'est merveilleux. Je trouve mes enfants géniaux, je les trouve hyper intéressants et je passe un peu mon temps à les censurer parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et ça me rend très triste. Et pourtant, tu leur as donné un maximum de temps. Oui. Donc attends, parce que du coup, il y a cette arrivée de Louis qui a 2 ans et demi de moins que Pierre. Donc les 3 premiers, ils sont séparés à chaque fois par 2 ans et demi. La grossesse se passe bien, l'accouchement se passe bien. C'est une nouvelle césarienne. En urgence aussi. En urgence. Ouais, j'ai perdu les os. Oui, sur le canapé avec ton père. Devant mon père. Très chic. Et oui, et je pars. Et puis en fait, quand on a perdu les os, peut-être que ça dépend, mais en tout cas, ça met quand même un chrono, j'ai l'impression. Donc tout le monde était un peu impatient que ce bébé-là arrive apparemment. Enfin, toutes les personnes qui s'occupaient de nous étaient impatients que ce bébé déboule. Alors on m'a donné 2 heures ou quelque chose comme ça. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Donc césarienne en urgence. Et puis la rebelote, quoi. Le froid, la peur, Moi, j'ai surtout peur de laisser mes enfants. Parce que plus j'en ai, et plus je leur dis... Mamie viendra, quand le bébé arrivera, on ne sait pas quand ce sera, mais j'ai préparé un sac, vous aurez le droit de l'ouvrir que... J'essaye d'en faire un truc un peu super, où il y a une pochette surprise, et puis ou alors, voilà, j'ai des petites choses à leur donner à la maternité pour que... mais j'essaye d'en faire un moment chouette pour eux, mais c'est vrai, quand je suis en train d'emballer les trois bidules que j'ai prévus pour eux, pour le matin où je ne serai pas là, parce que ça n'arrive jamais, je ne suis jamais séparée de mes enfants pendant quasiment 10 ans, je ne dors jamais sans eux, enfin, dans la même maison, je veux dire. Oui, mais tu les as pas quittés une seule nuit. Mais je les ai quasiment jamais quittés. Là, les accouchements, c'est un peu le seul moment où je les quitte. Bon, une partie de moi, la partie mélancolique, se dit que c'est peut-être la dernière fois que parce que voilà, ouais, c'est comme une préoccupation que j'ai, c'est de me dire, bon, bah, si je reviens pas... Voilà, que mon bébé et moi on parte ensemble à la limite, mais voilà, qu'est-ce qu'on laisse derrière, voilà. Est-ce que ce Scooby-Doo leur fera un beau souvenir ou pas? Bon. Est-ce que ça suffira? Je vais rajouter une choupa choups dans le douche. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est ça. Et c'est un truc qui commence à m'obséder en fin de grossesse, c'est l'idée de pas revenir, alors que c'est pour ça que je m'en remets complètement au toubib. Et donc, je suis très heureuse de voilà. Mais bon, c'est quand même... ça me fait encore un peu froid dans le dos quand je pense à comment ça se passe. Mais donc, cette fois-là, une nouvelle fois, les toubibs te sortent un 3e petit garçon brun aux yeux bleus.
Oui, brun aux yeux bleus, magnifique, la même tête évidemment, mais ils ont toujours leur tête, ils ont déjà la tête qu'ils auront plus Mhm. tard, mais en nouveau-né, ils sont très mignons. Au début, je ne m'en rends pas compte, c'est juste un nouveau-né, je le vois à peine, je sais que c'est le mien, je le Mhm, reconnaîtrai mhm. entre mille, mais d'ailleurs, il a un angiome sur le front, et c'est au bout de 48 heures où je vois la pédiatre qui me dit, alors, l'angiome, comme si je m'inquiétais, voilà, c'est un angiome, donc ça, dans les 2 ans de l'enfant, ça part, tatati tatata, et elle me parle, et je me dis, ah bah oui. Et j'avais pas repéré, et puis par Mhm. délicatesse, je pense personne m'a dit, bah dis non, il a un gros angiome au milieu du front. Et en fait, je l'ai pas vu. Donc ça, des fois, je me dis, ah, je suis à côté de je pense qu'il y a vraiment une espèce Mhm, mhm. de filtre complètement. Voilà, je veux juste qu'on soit collés l'un contre l'autre, et puis les allaiter, les avoir tout contre moi, et que ce soit merveilleux, mais je les vois pas bien finalement. Et donc bah ça se passe super bien. Les garçons arrivent dans la chambre, on découvre leur petit frère, ils sont hyper heureux, ils le caressent à peine du bout du doigt, ils lui parlent tout doucement, ils sont déjà complètement amoureux de leur petit frère, et à chaque fois ça va se repasser de la même façon. Nous on va tomber amoureux de notre bébé, euh, ça va très bien se passer. Et vous fabriquez des Et grands puis, frères. Ça, et c'est on un truc. fabrique des grands frères qui se lovent complètement dans le rôle directement, quoi. Ouais, ouais. Et l'allaitement, voilà, l'allaitement, c'est un peu plus difficile, entre guillemets, pour Louis? Louis. Louis, c'est le premier où j'ai besoin d'aide. La sage-femme du Prado, elle me dit gentiment, mais elle commence à être insistante au bout d'une semaine ou deux en me disant, ah, mais ce serait quand même pas mal. Et on me propose d'aller voir la Leche League, ou je sais. Et puis finalement, ça marchera pas. Mm. Enfin, ça marchera pas. Donc je vais faire un espèce d'allaitement mixte, mais il va pas prendre énormément. Il va pas prendre ce qu'on attend de lui, mais il prend. Il a une belle courbe, mais il va prendre plus doucement que les autres. Donc ce qui fait que c'est la première fois où voilà, je suis moins dans la toute-puissance. J'ai besoin d'aide, j'ai pas l'impression que c'est tout à fait satisfaisant ce que je fais. Je me pose des questions, j'essaye des choses qui marchent pas bien. Donc je suis un peu plus... Je suis plus hésitante. Voilà. Ce que j'aurais plutôt imaginé de ma première grossesse, je vais le vivre à la troisième. Mais je me rappelle qu'après la naissance de Louis, je t'appelle un moment où je passe te voir et tu me dis franchement c'est dur, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. J'ai aucun souvenir d'un postpartum dans cet état-là. Parce qu'ensuite, bah, du coup, tu commences cette vie-là de déjà mère de famille nombreuse avec tes 3 petits garçons, Ouais. très rapprochés. Tu t'occupes toujours d'eux à plein temps, donc faut suivre. Ils ont tous des besoins différents. Et puis, et puis à un moment, tu traverses un moment un peu plus difficile pour toi. Tu t'es un peu perdu à un moment, c'est ça que tu racontes. Un moment où tu es un peu tristounette, où il y a un Je suis pas triste, mais je pense que je suis déprimée. dépassé aussi, peut-être. Enfin, c'est Et, beaucoup, et, quoi. et puis je suis... Enfin, c'est trop... En fait, je suis trop sollicitée. Ouais, ouais. Je suis trop sollicitée, quand j'entends des gens parler d'un burn-out, moi, j'ai jamais été diagnostiquée de rien, et je pense pas avoir vécu quelque chose d'extrême. Je pense avoir je pense avoir été sur le fil, Mm, 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 vraiment de plein de, voilà, de toutes ces histoires, peut-être de burn-out maternel, de dépression postpartum, mais sur un fil de ça, mais... Voilà, ça s'est tenu. Et puis, je pense que j'ai pédalé un peu plus vite sur la fin et j'ai mm. redémarré. Donc, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, mais ça a été long. Ça a Ça n'a tiré pas un été moment. violent, mais ça a été long. Il y a un moment, j'avais envie de dire à tout le monde... Bon, alors j'ai dit à tout le monde que j'allais faire le maximum. J'ai pris tout... je me suis immiscée dans tout. Je veux tout régenter et je veux être parfaite. Je veux vous donner voilà, la pâte à modeler, les balades, les choses, les ourlets du pantalon. Je veux tout faire, je suis à fond, je suis hyper épanouie. Et il y a un moment, je voulais dire à tout le monde, au fait, j'aurais presque voulu annoncer à mes enfants, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir que... On va baisser le standard. Oui, c'est ça. Le Je standing. voulais un peu leur annoncer, mais sauf que ils étaient trop petits pour que je leur dise, Ouais. je vais faire une pause, ça va durer 2 mois, mais ça va me permettre de redémarrer bien. Mais sauf que c'est pas possible. Toute cette machine-là, elle tourne déjà. Et puis c'est ça que j'ai voulu. J'ai laissé personne s'immiscer. J'ai refusé beaucoup d'aide. Et maintenant, je suis là, quoi. Et aussi, du coup, tu te retrouvais Blanche-Neige et les 7 nains. Tu étais la seule femme, la seule fille dans une maison où il y avait à ce moment-là 4 garçons en comptant Steven. Tu prenais les enfants le midi quand ils allaient à l'école, tu les récupérais à 16h le soir, tu faisais les mercredis après-midi, les activités, les rendez-vous médicaux, l'organisation des vacances,
le fameux tri des vêtements qui ne cessent de rétrécir dans les armoires, qu'il faut laver, trier, classer, dégager, les jouets, les milliards de jouets que des gens t'offrent quand tu as 3 enfants. Oui, t'essayais de faire tourner les assiettes chinoises, mais au bout d'un moment, c'était beaucoup, quoi. Ouais. Et puis, il n'y avait plus beaucoup de place pour toi, Marie, dans tout ça. Parce que quand même, tu es une fille qui se définit beaucoup, pour moi, par ta liberté, ton immense liberté intérieure et extérieure. Et je crois qu'à un moment, dans ces années-là, tu n'avais plus de zone même rétrécie de vraie liberté pour toi. C'est ça, la maternité aussi, c'est dans ce dévouement. euh, Où est-ce qu'on a encore un petit espace pour être soi et glander ou rêver ou rien faire Et ça a l'air d'être là-dessus que tu as saturé aussi un petit peu. Ouais. Et très légitimement, je pense. Après, je me demande s'il n'y a pas eu aussi si le Covid n'est pas arrivé à ce moment-là aussi. Parce que je pense que j'ai rajouté par là-dessus une espèce de petite couche de, d'éco-anxiété. Là, ouais, la planète est en train de fondre. Et moi, j'ai 4 enfants. Enfin, j'ai 3 enfants à ce moment-là. Comment je fais pour courir avec tous ces enfants s'il faut fuir Je pense que je suis allée un peu loin dans le drame. Et j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur que tout s'effondre. J'ai eu peur qu'on meure de faim. J'ai eu peur. Et j'avais ce rôle-là, quoi, de les nourrir, de les tenir au chaud. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis en train de faire un truc. Voilà, enfin, voilà, certains ont eu la bonne idée de ne pas faire d'enfants dans le monde dans lequel on vit pour telle et telle raison. Et moi, j'étais en train d'en fabriquer 3. Et j'étais en train de me dire, wow, c'est un peu difficile. Et je me suis dit, bah, en fait, ça va être difficile de mener ça à terme bien. Enfin, c'est dangereux. C'est un peu dangereux ce que je viens de faire. Et je m'en rends compte à ce moment-là. Tu t'es rendu compte que tu étais vulnérable. Ouais. Ouais. Sinon, c'était resté longtemps un peu, voilà, un peu un rêve. Je poussais des poussettes, j'habillais des enfants, je les nourrissais du mieux. C'était vraiment comme dans un film. Et même si j'étais très présente, mais enfin voilà, j'étais vraiment là. Mais il y avait, voilà, je fantasmais en même temps que je vivais les choses. Et là, il y a une espèce de claque de réalité. J'ai mûri, je pense aussi à l'arrivée de Louis, où je me suis dit, ah là 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 là, c'est réel en fait. Ça va continuer pendant des années. J'avais conscience que ça allait continuer, mais ça va vraiment continuer. Et même quand c'est dur, ça va continuer. Oui, parce que... non, mais c'est vrai, quand on était jeune, et toi en particulier, tu étais très mobile. Tu sautais dans ta voiture avec tes affaires, et puis tu allais faire autre chose. Ouais. Mais effectivement, les enfants nous sédentarisent. En tout cas, nos enfants nous ont sédentarisés. Et donc, tout d'un coup, la possibilité de tout jeter dans une buique et puis de rouler jusqu'au soleil couchant est un petit peu moins pertinente. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, le petit Louis arrive, les 2 grands frères deviennent des grands frères, Ouais. le petit Louis grandit. Et là, tu prends une décision, tu commences à réfléchir à quelle vie tu veux pour toi, une fois que Louis, ton petit dernier, sera rentré à l'école maternelle. Et que donc va se terminer cette décennie d'être mère au foyer à t'occuper de tes petits garçons. Tu as fini ta mission et tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire après. Ouais. Le plan de base avec Steven, c'était si on pouvait faire 3 enfants rapprochés et que je les emmène jusqu'à la petite section et puis que je retourne travailler. C'était le plan de base et ça commençait vraiment à se profiler comme ça. Donc, tout fonctionnait selon nos plans. Mais bon, dans la veine de personne ne pourra s'occuper aussi bien de mon bébé, c'est je ne veux pas qu'un patron m'interdise de finir, enfin voilà, de rester à la maison si mon enfant est un peu barbouillé, quoi, ou de pas pouvoir profiter des vacances de Noël. Et donc je me suis dit, bah, la seule option pour moi, c'est peut-être de choisir un métier, enfin choisir un format de métier qui me permette de gérer mes horaires comme je l'entends. Donc l'indépendance. Et donc, oui, je me suis dit que j'allais... Mais plusieurs fois, je me suis posé avant d'avoir des enfants, je m'étais déjà posé la question de monter mon entreprise. J'avais même fait un stage de préparation à la création d'entreprise qui avait été très utile parce que j'avais bien compris que c'était pas du tout le moment. Mais bon, j'avais gardé en tête quand même ce qu'il fallait comme talent ou comme bagage. Et je me dis, bah, je suis pas trop mal là. J'ai de l'expérience, j'ai la formation qu'il faut, je peux monter une petite entreprise d'aménagement paysager. Et donc, j'ai travaillé dans ma tête sur mes tablettes.
J'ai emmené tout le monde à la rentrée de septembre et puis j'ai filé à Pôle emploi parce que je m'étais renseignée. Apparemment, ils accompagnaient pas mal les futurs entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai accédé, c'est grâce à eux que j'ai accédé au parcours entrepreneur, qui est une formation qui était dispensée là, pour moi comme paysagiste par la Chambre des métiers de l'artisanat. Et donc, ça m'a permis d'avoir quand même un truc assez solide pour monter monter ma boîte sereinement. Et donc, voilà, je me suis lancée là-dedans et ça a fonctionné comme j'avais à peu près imaginé. Ça s'est bien passé. Mais tu es toujours très modeste là-dessus, mais en réalité, c'est allé vachement vite. Ouais. Ton petit Louis, il rentre à l'école en septembre, comme tout le monde. Ouais. Tu te mets immédiatement à suivre cette formation. Tu fais tes statuts. Puis ensuite, très vite, donc tu t'es mise ça veut dire, à faire des jardins à Nantes pour des particuliers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je travaille essentiellement pour des particuliers. Donc c'est un métier qui est à la fois créatif, parce qu'on te demande d'imaginer, d'inventer, de concevoir. Ouais. Mais c'est aussi un métier qui est vachement physique. Ouais. Toi, tu sors de 10 années quasiment de postpartum qui se chevauchent. Ouais, c'est ça. Et tu te retrouves, parce que moi je t'ai vu travailler dans mon jardin, et tu es là avec des outils que moi j'arrive même pas à soulever, à pelleter des tonnes de terre, de cailloux, de trucs, tu lâches jamais l'affaire. Tu vas acheter des végétaux, tu les fous dans ton fourgon, tu montes même des murets de temps en temps. Enfin, moi, je sais rien faire de mes 10 doigts, donc forcément, je trouve ça incroyable. Mais je sais, en fait, je sais ta résistance, ta force physique, ta persévérance et ta passion là-dedans. Mais comment ça s'est passé, ça? De retourner à ce métier-là, de retrouver une vie professionnelle, ça t'a fait quoi comme émotion? Qu'est-ce que ça a fait comme réorganisation de la famille aussi, le nouveau rythme que vous avez trouvé une fois que tu travailles? Moi, j'ai eu peur j'ai eu très peur de donner des heures à autre chose que mes enfants. Et puis, j'avais réussi à remplir aussi le temps de monter ça. Ça a été aussi le temps pour me détacher parce qu'il y a mère de famille, puis il y a aussi maîtresse de maison. Et donc, il y avait plein de choses que je régentais peut-être trop. Et il a fallu que je me détache en me disant, non, une femme qui travaille et qui a 3 enfants, elle peut pas arriver à ce niveau de blanchiment de col de chemise. Non, c'est non. Il fallait quand même que j'en fasse moins et puis que lui s'investisse aussi plus, alors qu'on lui avait beaucoup demandé déjà, il assumait une grosse partie. J'avais encore rien prouvé, mais il fallait déjà qu'il se positionne sur des trucs parce que pour que ça commence, il fallait... Mais bon, je voulais pas trop non plus venir le chatouiller parce que bon, il fallait quand même être un peu... Il a vraiment beaucoup donné, il demande jamais rien, il bosse, il fait tout ce qu'il a à faire, il se plaint jamais, il est très fiable. Je lui ai donné beaucoup d'espace et il a beaucoup de liberté grâce à tout ce que j'ai fait, mais bon, je voulais pas non plus l'envahir avec mon nouveau projet, avec l'idée que ça allait peut-être quand même capoter. J'ai fait mon petit truc dans un coin, ce qui m'a fait défaut après, parce que faire trop petit, faire trop dans son coin, faire trop discret, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Non, j'ai besoin de place, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de quand même... Donc, je vais vraiment travailler. Un salaire, donc je suis vraiment pas là, quoi. J'ai essayé de faire semblant que j'étais tout le temps là. Donc il a fallu quand même que je travaille un peu là-dessus. Mais ça s'est hyper bien passé. Ça s'est quand même hyper bien passé. J'ai eu un peu... La difficulté, c'est d'aller vers les gens, de reparler avec des adultes, de se rendre fiable par rapport à des engagements pro. Bon, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours envie de faire pour mes enfants et donc voilà. Et puis d'un autre côté, je suis quand même, je suis très pro. Ouais. Voilà, donc j'ai envie de faire exactement les choses comme j'ai prévu. J'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de rendre le projet à l'heure. Et donc il faut que je travaille plus vite, quoi. Il faut que j'en fasse un peu moins à la maison. Donc, mais ça se passe très bien. Et ça s'est très bien passé, effectivement, pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, 1 an et demi. Et ensuite j'ai dit à Steven, ça va pas, je me sens bizarre. Et puis je lui donne mes symptômes, mais comme si ça m'était jamais arrivé, un peu comme... Et il me dit, fais un test. Et je dis, oh non. Elle a dit, si. Oh non. Et je fais un test et je suis enceinte. Oh. Alors pareil, on est sous contraception. Et donc surprise. Et donc la surprise, puis un peu la douche froide là, parce qu'en fait on avait un projet. Enfin voilà. Achille n'était pas forcément dans les projets, mais il était dans les projets. Voilà. Celui-là était vraiment pas dans notre schéma de base, et donc évidemment qu'on avait la porte ouverte à un bébé, parce que c'est toujours possible, hein, quand on est
voilà, un couple, c'est toujours possible que ça nous tombe sur le coin du nez si on a un peu de chance, mais d'accord. Petite, Donc là, à ce moment-là, petite toi, sidération. t'as 38, Oh oui, au moins, truc oui. comme ça, Ouais. 38, 39. Ouais. Et donc on est là-dedans, et quand on en parle sérieusement, on prend le temps de se faire un dîner en amoureux, où on décortique un peu le truc avec Steven, et où on accepte que c'était pas exactement notre plan, on peut le dire honnêtement. Et ça n'enlève rien au fait que c'est super génial, et qu'on est très heureux que ce bébé arrive, Et que c'est votre bébé. et que c'est notre bébé, et que c'est le petit Mhm. frère des autres. Mais comment on va faire? Et il me dit, toi, t'étais pas... Voilà, à la fin, t'en avais un peu marre d'être tout le temps à la maison. À la fin, et il me parle de ce truc, de ce moment-là, comme, bah, c'était bien, mais t'étais fatiguée. C'était bien, mais il te manquait quelque chose. Alors que... Et donc, je sais bien que c'est vrai, mais comme ma seule image de moi, maman, c'est plongeant là-dedans, corps et âme, Mhm. il y a une partie de moi qui imagine forcément, enfin inconsciemment, que Que tu vas bah, recommencer tout, ta vie d'avant. voilà, Tu vas... je vais recommencer. Enfin comment, enfin je me suis pas vraiment posé enfin, mais lui me dit tout de suite, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée pour nous. Là c'est super, le soir, on a plein de trucs à se raconter. Toi t'es hyper exalté, de machin. On peut commencer à imaginer de nouveaux projets avec un nouveau salaire. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Le plaisir de travailler, puis le salaire qui va avec. Enfin, puis le fait que mes enfants aient une maman qui travaille. Enfin, il y a plein de choses qui étaient chouettes, qui avaient l'air de poindre comme ça, qui étaient chouettes. Et je dis, bah oui, Ok pour un bébé, ok pour un mais bébé, mais il sera d'une nouvelle gardé. façon. Ouais. Ouais, on va le faire autrement. Il sera gardé. Et donc, je vais passer une partie de la grossesse d'Arthur, donc à me dire, waouh, ça va être difficile. Et puis, je vais rencontrer la mère de ma copine à côté de chez nous. Là, on se croise. Et puis j'adore cette femme. Et puis, ça fait des années que je la vois être assistante maternelle. À la sortie d'école, sa fille, c'est ma grande copine. Donc t'as vachement Et confiance. j'ai vachement confiance en elle. Voilà. Et elle va me dire, bah, j'ai une place, moi. Je dis, pas mal, bonne option. Et puis, c'est génial. Arthur arrive et c'est top. Encore un brun aux yeux bleus, Encore un petit brin aux yeux bleus. qui ressemble à tous les autres et en même temps à aucun. Ouais, Ouais. c'est des mélanges à chaque fois. C'est marrant. Et je pense qu'on en sortirait 12. Il serait. Je Ouais. crois, ouais, mais Ah. on va pas jouer à ça. On ne sait pas. Non, non. Mais et il est adorable, lui. Il devient le chouchou de tout le monde. Bah ouais, il faut faire gaffe à ça, mais évidemment. Mm. Mais on a déjà fait un petit dernier. Louis était notre petit dernier, et je pense que d'une certaine manière, on l'a élevé comme tel. Donc il y a enfin voilà, il y a des petits pièges dans lesquels on essaye de pas retomber. Mais bon, lui, il est pas possible, quoi. C'est évident qu'on est. Oh là là, il est trop mignon. Il est terrible. Il est fou. Il est terrible. Ses petits frères, ses grands frères sont fans de lui. Achille est complètement. Achille qui a donc 12 ans maintenant. Qui a 12 ans, qui est son parrain aussi, en plus d'être son grand frère. Et donc, super bien. Et puis, il est gardé. Et je m'en fais un peu une maladie. Je sais que j'ai confiance en cette femme et que ça va très bien se passer. Tout va bien. Mais bon, une partie de moi est terrifiée. Et puis, je sais que mon bébé va certainement me bouder. Enfin, tous les trucs que j'ai déjà entendus. Je me monte le bourrichon quand même en me disant que ça va être terrible. J'angoisse un peu. Un peu comme dans une grossesse. Là, j'ai pas angoissé pendant la grossesse, j'avais compris. Mais là, c'était vraiment ce nouveau truc inconnu qui allait éclore. Et oh là là. Et puis finalement, ça se passe hyper bien. Franchement, ça se passe hyper bien. Je retourne travailler et je suis super contente de retrouver mon bébé le soir. Et il a l'air d'avoir passé une super journée. Ça marche, quoi. En fait, tu découvres une nouvelle façon Ouais. d'être maman, Ouais. d'une certaine façon. Ouais. Ou d'organiser ta vie de mère. Pas forcément Non, d'être mais maman, parce que tu es la même maman, mais ouais, t'as été... ça change pas mal de choses quand même, je trouve. Ouais, tu penses à Ouais. quoi? Sur moi et sur moi et mon couple. Ça me positionne vraiment différemment. De travailler. Ah ouais. Ouais. En tout cas, à l'âge que j'ai là, parce que j'ai plus 30 ans, j'en ai 40, 41, mais ça me correspond bien. Je me trouve à l'aise. Je peux aussi... je peux aussi le matin dessiner mon projet, vite déjeuner avec ma copine, aller voir mon fournisseur, et j'ai les coudées libres, j'adore. Ouais, et puis est-ce que tu penses que ça a aussi... comment dire? T'as présenté une nouvelle carte à Steven. Parce qu'en fait, ta vie d'avant, ta remise en couple avec Steven, tu travailles, tu fais plein de choses, tu as des fois des énormes responsabilités, enfin, tu es reconnue comme une bonne professionnelle. Et ensuite, tu passes 10 ans devant ton amoureux qui te voit performer très bien comme mère au foyer. Et tout d'un coup, au bout de 10 ans, tu poses une nouvelle carte sur la table qui est, by the way,
je peux aussi monter mon entreprise et ramener de la thune. Et tiens, je vais t'en faire un quatrième tant qu'on y est, parce qu'on ne sait jamais. Ça a déplacé plein de choses dans votre dynamique. Ouais. Tu as redéfini ton territoire par rapport à Steven. Vous avez dû vous répartir certaines tâches. Ouais. Ça t'a fait entrer dans une autre partie de ta vie de femme aussi, je trouve. Ouais. Ouais, et puis ça m'a donné un peu, ouais, mais même auprès de mes enfants, un peu le crédit qu'ils accordaient à leur père. J'ai eu le droit un peu à ce crédit-là aussi. C'est-à-dire que maman, elle n'a pas un bureau parce qu'elle travaille à la maison, mais elle a ses chantiers, elle a des clients, Elle a un van. elle a un rendez-vous à la banque. mais, Classe. mais c'est vrai que ça m'a donné un petit quelque chose. Et puis, je trouve que ça m'a repositionné un tout petit peu en haut de la pyramide. On est un couple de parents et ça se passe... Et on est un couple. On est un couple de parents, mais quelque part, voilà, le fait d'avoir toujours un peu de la purée sur ma veste, enfin, sur ma polaire, Disons la vérité. et ben ça, je sais pas, mais c'est moi parce que Steven, souvent quand je dis oui, mais avant, oui, mais moi, ou quand je suis pas contente, ou quand et lui il me réaffirme tout le temps que bah non, il a toujours cru que j'allais tout à fait réussir dans le futur, que j'étais juste en train de faire autre chose. Donc lui me dit les choses, mais quand même, je trouvais que je manquais quand même dans le fond de reconnaissance, que c'était, voilà, ça avait l'air simple, personne ne se rendait compte que c'était compliqué, tout le monde se disait que d'autres femmes le faisaient tout en travaillant, alors que non, c'est pas... Et en fait, je souffrais d'un gros manque de reconnaissance, mine de rien, je pense que c'est ça qui m'a minée, que je me suis... En fait, c'est moi qui n'ai pas voulu m'accorder la reconnaissance, parce que finalement, ma famille, mes amis, mon mec, ils ont toujours été mes enfants, très reconnaissants, ils l'ont toujours dit, parce que c'est moi qui n'ai pas voulu vraiment croire au fait que ce statut soit tout à fait honorable. J'avais un petit manque quelque part, parce que là, c'est comblé. Là, c'est comblé. Tu t'es fait une vie pas plus mitigée, mais avec un peu plus de tout. C'était très intense quand tu étais que mère au foyer. Ouais. Tu faisais ça très bien, mais c'était une seule matière. Et puis, comme tu dis, c'était aussi une vie où tu parlais pas beaucoup avec des adultes. Ouais. Et c'est évidemment passionnant, tu l'as dit aussi, de passer du temps avec des enfants. Ils sont hyper intéressants et tout. Mais les adultes aiment bien parler avec des adultes de temps en temps. C'est aussi... Ouais, puis j'ai renoué avec ma créativité aussi. Ta solitude aussi. Parce que du temps sur les chantiers, c'est aussi du temps toute seule. Ah là là. Et ça t'aime bien, toi. Ah, c'est génial, ouais. Autant tu es très sociable, autant tu as aussi tout un monde intérieur, je crois. Ouais. Ah oui, mais passer du temps... C'est pour ça que mon entreprise, elle va sans doute pas évoluer dans le sens où j'aurai pas 4 employés dans 10 ans. Parce que c'est pas ça qui me correspond. Enfin, être seule avec le bruit des oiseaux au petit matin... quand tout est encore froid et mouillé. Oh là là. C'est ma place. Hein. Et du coup, là, on a fait le tour de toute cette trajectoire, de femme adulte. Quand tu regardes la femme que tu es aujourd'hui, comment tu te vois? Est-ce que tu sens que la maternité t'a transformée? Tu vois, quel impact ça a eu sur ton destin? Qu'est-ce que tu penses que tu as... Parce que moi, et c'est la raison pour laquelle c'est toi que je voulais interviewer ici quand Clémentine m'a proposé, moi, après ma mère, t'es la personne qui m'a le plus appris de trucs sur la maternité. Je vais pleurer. Mais moi, tu m'as vachement formée, tu m'as expliqué tout ça. T'avais des façons... Parce que des fois, les mères, quand elles se donnent des conseils, c'est unsolicited advice, et puis c'est hyper désagréable. Mais toi, t'avais toujours des trucs, des explications, tu les regardais bien, tes enfants. Donc... si moi, ce que tu m'as dit, ça m'a fait évoluer, j'imagine que toi aussi. Qu'est-ce que... Tu vois, quand tu penses à la Marie que tu étais quand on s'est connus, et celle que tu es maintenant, et tout ce que tu as traversé dont on vient de parler, quel regard tu portes sur toi aujourd'hui? Tu dirais que c'est quoi le cadeau qu'ils t'ont fait tes enfants en te transformant ou pas, ou en t'éclairant sur des choses sur toi, tu vois? Ah, c'est difficile. C'est difficile de répondre à cette question. J'aurais dû bosser le sujet un petit peu. Mais tu n'as fait que bosser le sujet ces dernières années. Je pense que ce qui m'ont beaucoup apporté mes enfants, c'est en fait, je me suis trouvée incroyablement douée d'avoir réussi à les fabriquer déjà. Mes enfants, ils me valorisent. Ils te font te sentir accomplie. Ouais, ils me disent que ils sont contents que ce soit moi leur mère. Ah, c'est bien. Ouais. Je pense que l'image de la femme accomplie pour moi petite fille, c'était d'avoir plein d'enfants heureux
et qui sont heureux grâce à moi un petit peu. C'est un peu, ouais, c'est un peu la toute-puissance maternelle, mais c'est vrai que C'est j'ai beau, la l'impression... puissance maternelle. Il m'explique qu'en fait, ils sont heureux, et ils ont l'air épanouis. J'espère que ça va continuer. J'espère que je vais toujours être capable de me renouveler et tout ça, mais j'ai l'impression de savoir rebondir, de savoir me renouveler. J'étais pas la même à 20 ans, j'étais pas la même à 30 ans, à 40. Et j'ai l'impression de m'adapter. Et là, aux différents âges de mes enfants, j'ai l'impression de les contenter. Il y aura des couacs, il y aura des incompréhensions. On va peut-être même se quitter, se fâcher, peut-être même pendant des années. Je sais pas ce que nous réserve l'avenir. J'espère que ça se passera toujours dans la douceur. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Et voilà, je veux juste que ça continue. Et si tu avais un message que tu voudrais laisser aux mères qui t'écoutent, ce serait quoi, en tant que grande spécialiste de tous ces enfants? Est-ce que tu as... Je pense que ce que ma mère m'a dit, Mhm. elle nous a dit à nous deux, c'est vous les parents, c'est vous qui savez. Et elle nous l'a dit, je ne sais pas exactement à quel moment elle nous le dit, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en réponse à un gentil conseil d'une sage-femme qui passait par là. Et ma mère arrive, c'est vous les parents, c'est vous qui savez. Parce que je doutais, oui mais peut-être qu'on devrait, parce qu'elle m'a dit que... Et elle voit à quel point je peux être un peu influençable aussi. Ma mère, qui est un peu... qui est vraiment la matriarche hein, quand même, elle aurait facilement pu, vu le statut, vu le rapport que j'avais avec elle, avoir une ascendance sur moi. Et en fait, en plus, cette phrase-là m'a un peu... Autonomisée. Voilà, elle m'a donné ma maternité tout de suite. Transmission, ouais. Et donc, ça j'ai bien aimé parce que autant, je pense que j'ai eu du mal à couper le cordon. Et il y a eu plusieurs étapes dans le coupage de cordon avec ma mère. Autant, voilà, cette maternité que je me suis tout de suite appropriée à moi et à Steven, c'est nous. Ça, c'est cool. Et puis après, un truc que j'ai compris dans les moments sombres, c'est pas sombre, mais les moments avec un nourrisson qui hurle, qui est dans tes bras et la nuit n'en finit pas et t'es à bout de nerfs, c'est que ça passera. Ça passe. Il va s'arrêter de pleurer. Et arrivé au 4e, pouf, il pleure et j'ai presque envie de sourire. Oh, t'es mignon, tu pleures. Et je le cajole exactement comme il faut, mais ça me touche pas du tout. C'est pas la même angoisse. Je sais qu'il pleure et je sais que là, il a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il va pleurer et que ça va passer. Parce que c'est un bébé. Ouais. Et je vais arriver à ma dernière question, c'est la plus difficile. Oh non. C'est qu'est-ce que tu voudrais que tes 4 fils y retiennent de toi? Qu'est-ce que je voudrais qu'ils retiennent de moi, mes 4 fils? Qu'ils sont aimés, quoi. Qu'ils sont aimés. Que c'est chacun l'amour de ma vie, quoi. Oh. Eh bien, merci. Merci Marie, beaucoup d'être venue raconter ton histoire ici à Bliss. Merci. Moi, je pleure à la fois. C'était trop bien de faire ça avec toi. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente que tu m'aies demandé. C'est gentil. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi.